cœur et bonheur, j'ai reçu un cadeau de Seed and the Sickle Oracle. Merci Liminal 11. Ah, j'adore les surprises en plus pour la Saint-Nicolas. Bref, c'est le moment de la recension. En plus, c'était l'édition limitée. On a aussi le Citadel. J'ai pris mon ordinateur pour checker les prononciations. Alors, d'ailleurs, seed ou semence, c'est un i long. Sickle, c'est un i court, la faucille. Et au cas où vous n'êtes pas au courant, on est francophone et les i longs et les i courts, c'est pas notre truc, donc on va appeler ça comme on peut avec notre accent français. C'est un i court aussi, Citadel. Attends, répète. Citadel. L'accent est sur le i. Citadel. Ça se prononce pas en français. Citadel. On va faire ça comme ça. Est-ce que je vous ai dit bonjour dans ce truc? Je suis même pas sûre. Salut les gros bidous. J'essaie de changer l'angle de ma caméra pour prendre un air important et arriver avec une big news. La big news, c'est que j'ai dépassé le cap des 1000 abonnés. Merci les gros bidous. Et que donc, bah, évidemment, il va y avoir un concours. Je vais vous offrir des jeux, notamment des livres aussi. Et donc, stay tuned, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, par mail, par notif sur YouTube. J'ai piqué la table de Sawin pour pouvoir faire ma vidéo et regardez comme elle me hait. Elle me déteste. Tiens, retourne sur ta table 2 minutes. Non, elle me déteste. Donc j'ai reçu l'édition limitée du Seed and Sickle Oracle, qui était un jeu que je ne prévoyais pas du tout de m'acheter, mais qui était super attendu. Et j'avais pas, franchement, je cernais pas complètement la hype là-dessus parce que moi, c'était pas un visuel qui me parlait. Ça allait toujours pas, mais je suis quand même fort charmée par ce... Si je peux me permettre de spoiler, super charmée par ces decks. Pour un jeu que j'attendais pas du tout, c'était vraiment une surprise de le recevoir vendredi passé. C'était genre... Waouh. La créatrice de cet oracle s'appelle Fez Inkwright. Et donc j'ai vu vraiment passer plein des trucs depuis des mois parce que c'était très attendu comme oracle, mais je connais pas particulièrement son travail et je pourrais vous lire la dernière page du livret, mais comme c'est une créatrice que je connais pas, je trouve ça assez intéressant d'arriver avec mon esprit plus ouvert par rapport à ça. Pour aller avec le jeu de la citadelle, j'en ai profité pour sortir des petits dés qui m'inspirent beaucoup l'univers de ce deck. C'est ce jeu d'oracle aussi. J'ai aussi sorti ma nappe de tirage parce qu'on est dans des couleurs qui vont mieux aller avec celui-ci, du Slow Hauler, qui est rempli donc de poils de Sawin parce qu'elle aime bien se poser sur toutes mes affaires, mais ça en particulier. J'adore ça. Je trouve que cette petite boîte, donc l'aimant il se situe là, et donc c'est super cool. Et alors c'est interchangeable les deux côtés. Bon, les petites choses qui m'amusent beaucoup, et je trouve que la production des jeux de Liminal 11, elle augmente à chaque fois. Maintenant, bon, je trouve ça un peu difficile parce que c'est des petits jeux qui sont vraiment sympas, c'est ça qui amène toute la valeur ajoutée des éditions limitées, parce qu'en plus, ils sont vraiment limités. Et bon, c'est un truc marketing qui est quand même basé sur le manque, qu'il faut pas passer à côté et tout, ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc, on a les grands archétypes ou des grands personnages qu'on pourrait retrouver dans une cité médiévale. Je pense que ce qui est un peu peut-être dommage, c'est que Citadel, on l'entend plutôt souvent comme une place fortifiée, à un endroit stratégique dans la cité pour défendre la cité. Et de ce que j'ai l'impression ici, la citadelle, elle fait référence à la cité médiévale, plutôt fantasmée dans son intégralité. Pourquoi je trouve que c'est une cité médiévale fantasmée? Bon, déjà, le roi dans la cité médiévale, qui est par définition plutôt bourgeoise, il serait a priori en dehors de la cité. Bon, on a compris, on va pas chicaner. Mais c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, mais comment ce truc va fonctionner? J'ai l'impression qu'il y a plus un univers de gamer, de fantasy, autour des questions liées au Moyen-Âge.
Ouais, gamer, peut-être du role-playing aussi, du jeu de rôle, j'en sais rien, je connais pas ces univers de geeks, mais donc je me suis sentie un peu dépourvue. Tout en étant assez intéressée par ce qui avait été recherché au niveau de la charge qu'on a dans tous ces mots-clés, de ce qu'on a la possibilité de mettre dedans. J'ai trouvé ça assez riche, mais donc j'étais quand même assez dépourvue quand j'ai vu ça. Je vous montre parce que moi, alors je kiffe, mais de ouf, hein, les effets cuivrés autour sur chacune de ces cartes. Il faut que je vous dise que à la lumière de la bougie ou avec une lumière un peu tamisée du soir, je suis sûre que les pieds adorent ce que tu as à leur raconter, Bablut. C'est vraiment sublime. La lumière du jour ne rend pas justice à ce jeu parce qu'il se réveille avec la lumière du soir. C'est incroyable. Ou de la nuit, du coup. Parce que en ces jours sombres, il fait nuit quasiment tout le temps. Je m'achieuse, hein, je commence par vous dire ce qui m'a posé plutôt problème avant de vous dire pourquoi j'ai craqué complètement pour ce tarot, cet oracle. Il y a aussi dans l'organisation du jeu. Donc, on a le petit livret hexagonal. On a au début la liste, ce qui nous permet de retrouver les personnages facilement. Et on a, vous allez voir, à chaque fois des symboles qui nous rappellent que les personnages sont à classer selon 3 niveaux qui sont comme des cercles concentriques autour et ou dans la ville. Hop. On a ça ici, donc celui qui est le plus à l'extérieur, c'est les dernières cartes dans la suite ici où c'est installé, c'est la foule, la masse finalement, qui sont représentées ici à chaque fois avec ce symbole-là. Alors vous allez voir, la surimpression cuivrée, elle est plus ou moins centrée selon les cartes, ce que je trouve assez sympa. Ça ramène un petit côté artisanal alors qu'on est sur de l'art digital super léché et tout. Moi j'aime bien. Et donc là, on nous dit que ce sont des gens qui connaissent la valeur du travail, l'importance de la famille, qu'elle soit donnée ou trouvée, et que les cartes d'un cercle qui nous parlent de travail difficile, de dur labeur, de nécessité et aussi d'accomplissement et de liberté. Ensuite, on a la coterie, que voici, en symbole. Et ici, c'est de plus en plus vers l'intérieur dans les cercles, dans le côté concentrique de cette citadelle. Alors, j'adore la visualiser comme ça. Ça me fait penser à tellement de petites illustrations médiévales ou un peu plus tard, de la Renaissance. J'adore... Ouais. Là, pour le coup, ça m'évoque beaucoup de choses. Ça fait un peu penser, comme ça, de prime abord au Mont-Saint-Michel, mais il y a beaucoup d'illustrations de cités, de gravures comme ça qui sont assez riches. Bon, bref, on va avancer. On va pas parler de l'histoire des villes parce que je pense vraiment qu'on est dans quelque chose de plus imaginaire que ça. Et la coterie, c'est ceux qui s'épanouissent, qui excellent, Oh, Bablut, s'il te plaît, je te promets, on n'entend que toi quand tu miaules comme ça. Heureusement, j'essaie de parler dans l'ordinateur, le plus près possible du téléphone. Bon, la coterie. Donc, ces gens excellent dans des actes de création et d'ingénuité. Ce sont des cartes qui représentent l'apprentissage, les aspirations et le développement. Bon à savoir, chacune des cartes va être à chaque fois présentée avec un pronom neutre, donc yel, they, ici pour parler des gens. On a d'abord une description du personnage en pronom à la troisième personne du singulier, disons, et puis on a la deuxième personne pour se dire comment la carte, elle s'applique à toi dans ta life, quoi. Je trouve ça sympa. Et puis ensuite, au centre de la cité, ou ici de la citadelle, mais je sais pas, c'est étrange. On a les cartes de cour, évidemment, qui représentent l'accomplissement. Ah oui, alors c'est compliqué, parce que fulfillment, c'est le fait d'être épanoui, et l'accomplissement ici parle plus de réussite sociale, certainement. La complétion, le fait d'accomplir quelque chose, et aussi de faire le tour, quoi, d'être entier au niveau social, mais aussi avec les liens, mais les liens dans le sens aussi ce qui nous enserre, ce qui nous limite, qui viennent avec les plus grandes responsabilités. Bon, tout, on va se parler de ça pendant 3 heures, mais en vrai, c'était quoi mon problème avec ça? C'est je me suis dit, ah ouais, mais
J'essaie de les classer pendant ce temps-là. Ok, ça donne un peu une notion de hiérarchie sociale. Tu sais, j'étais en train de penser lutte des classes et tout. Tu vois comment je suis, hein, tu me connais un petit peu dans la life. J'étais un peu, disons, plutôt sceptique par rapport à cette hiérarchie et ce qui était associé aux masses, ce qui est associé à la cour, aux élites. Là, c'était un peu chelou. Et puis, je trouve quand même que ce mélange de la cour, qui va plutôt être associé à des fortifications, des châteaux forts, je sais pas, enfin, pas forcément à la ville, hein. Les cours, elles étaient souvent en périphérie des villes et pas au centre, au niveau en tout cas, comment étaient les villes médiévales près de chez moi. Par exemple, Bruxelles, le cœur, la bourgeoisie, elle vivait dans le centre, près de la Grand Place et tout. Sur les hauteurs, le mont du Koudenberg, là où on est encore maintenant, le Palais Royal et tout, on avait la noblesse, les ducs de Brabant et autres. Bon, encore plus en extérieur, ils étaient là aussi, ils avaient leur château, là où ils allaient chasser et tout ça. Ça s'est passé dans autour de plein d'autres capitales. Et puis, le peuple, la masse, elles étaient, ok, dans le centre pour certaines des fonctions, et sinon, encore plus à l'extérieur, là où on fonctionnait l'industrie, là où on filait, là où on filait, on tissait, puisque c'est une ville qui s'épanouit sur l'art textile. Donc vous allez voir ici, on a la figure de la tisserand, du tisserand qui est aussi très intéressant, hein, par rapport à des villes comme ça. Donc déjà, j'ai un côté contre-intuitif au niveau historique. Je suis pas du tout une médiéviste. J'ai fait une histoire contemporaine, j'ai toujours détesté le Moyen-Âge. Allez savoir pourquoi, ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne moyen. Bon, donc j'ai mon côté un petit peu chiante. Je fais gna 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 gna. Mais j'essaie de vous montrer qu'on peut faire fonctionner ces espèces d'hexagones comme des alvéoles dans quelque chose de très rutilant, une espèce de ruche et tout comme ça qui est quand même assez agréable. Donc, il a fallu que je dépasse, parlons peu, parlons bien, mes réticences là-dessus. J'étais directement sur des trucs plutôt théoriques, ou bien qu'est-ce que ça représente sur la lutte des classes, qu'est-ce qu'on veut dire quand on représente les espèces d'aspirants. Il y a une carte de l'aspirant d'ailleurs qui fait partie de la course, c'est assez intéressant. Et alors les masses populaires qui sont plus agraires ou qui sont à la limite, hein, parce qu'on a aussi cette liminalité avec ce troisième cercle concentrique qui est à la limite entre la ville, les marges et la campagne. Enfin, là où ici, du coup, la mer. Ce qui est super chouette, en fait, c'est que le livret est conçu d'une façon où ça se lit au niveau intrapersonnel. Vraiment, au niveau de, bon, si on veut utiliser des termes jungiens, je ne sais pas que je veux les utiliser absolument, mais je trouve que dans ce cas-ci, ça fonctionne bien. De la psyché, tout ça, j'aime bien. J'aime bien comment ça fonctionne. C'est très onirique, en fait. Il faut le voir d'une façon onirique. Et du coup, cet univers de fantasy, il fait sens. Alors ouais, c'est réversible. Les jeux. Moi, j'aime bien l'idée qu'on peut certainement lire les cartes avec six angles comme ça, sous des aspects différents. J'aime bien l'idée et en même temps, je le fais jamais. Restons dans le monde de la fantaisie et aussi dans le monde de l'exploration de la psyché, de notre monde intérieur. Prenons ce côté-là, allons-y, assumons. Et là, directement, non seulement j'ai beaucoup apprécié la lecture du livret, de ce que ça a apporté sur chacune des cartes, mais aussi, bon, sachant que donc on a les interprétations des cartes et quelques petites suggestions pour les tirages au début. J'aime bien le fait que c'est conseillé d'utiliser avec le tarot, avec la carte d'introduction qui serait les portes de la cité, comme donc du coup pour nous parler du contexte général et tout par rapport à la question du tirage. Et puis le château qui serait plutôt comment résoudre les difficultés. Ça peut être une carte de conseil et tout et tout. Bon, bref. Il y a moins de tirages dans ce guide-ci que dans le suivant. Mais donc, sur chacune des cartes, on a quelque chose qui va vraiment nous parler de comment... Déjà, une description très poétique, très lyrique, très conte de fées de la carte. Mais comme il n'y a pas forcément des tonnes d'éléments sur la carte, ça va nous inviter à aller... Est-ce que je vais trouver celle-ci ? À aller plus loin dans la carte, à voir ce qu'on ne voit pas visuellement. Ici, j'ai trouvé l'alchimiste, du coup, on a le face-à-face. On va déjà lire ça.
des liquides colorés et étranges, les senteurs de bulles chimiques et de vapeurs à l'intérieur d'un appareil de glace, un œil qui cligne des yeux, un œil qui cligne, ouais. Et au milieu de livres, et au milieu du chaos est assise l'alchimiste qui est entouré de ses livres, de notes manuscrites. Ça demande du génie de créer, et l'alchimiste est l'incarnation de l'invention, même si elles ne savent pas toujours quand s'arrêter ou quand faire une pause. Et donc là, on a du coup, comment on peut appliquer ça à soi-même, puisque là, on est sur une question plutôt... une description de la carte, mais donc qui va bien au-delà de ce qu'on voit sur la carte. Et là, le conseil, ça va être une période fraîche de productivité est à l'horizon. C'est à toi d'en retirer le plus. Vide ton journal, ton diary, ton journal intime, disons, par exemple, et saisis ce nouveau afflux de créativité et commence une des choses que tu as mis de côté pendant trop longtemps. Et j'aime bien comment très peu de phrases, comme c'est toujours le cas pour les livrets de Liminal Eleven, ce qui parfois me laisse un goût de trop peu, mais c'est pas le cas ici. On a quelque chose qui nous permet de comprendre la carte, de rentrer dans la carte. C'est une clé comme ça pour rentrer, se projeter dedans. Et qui nous donne déjà des clés pour voir comment ça résonne pour nous. Et puis on a quelque chose de très pragmatique, et ça va être le cas aussi avec le seed et le sickle. On va à chaque fois nous montrer comment ça s'applique à la vie quotidienne en 2021 ou 2022, je sais pas, peut-être vous regarderez cette vidéo plus tard. Ça m'a aussi permis de saisir quelque chose par rapport à cet oracle. Vous savez que un intellectuel, un charlatan, bref, une personne que je ne porte pas du tout dans mon cœur, Sigmund Freud, disait que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. C'est quand même quelque chose que j'ai pu constater, malgré que l'analyse, la psychanalyse, c'est pas du tout des choses c'est des choses que je prends avec beaucoup de pincettes. Malgré ça, il y a quelque chose qui fonctionne super bien dans comment la symbolique de la royauté, ça fonctionne dans mes rêves. C'est impressionnant. Par exemple, on vit à Bruxelles, et alors il y a genre la rue du Trône, l'avenue de la Couronne, la place des Palais, la rue Royale, la rue de la Régence, qui mènent au centre ou qui sont dans le centre. Alors c'est super impressionnant, comme je rêve super souvent, mais depuis super longtemps, de ces lieux-là. Et à chaque fois, je ne dois pas l'interpréter dans comment... C'est moins dans mon rapport à la ville, de mon rapport soit à l'inconscient, soit au divin ou aux ancêtres, ça dépend. Parfois, les rêves sont vraiment à lire au niveau intrapersonnel, comment les parts de nous évoluent entre elles, et parfois, ça nous donne des clés pour comprendre d'autres choses. Mais du coup, c'est des cartes que j'arrive assez facilement à lire dans ce qu'elles représentent pour moi, et je trouve, il y a un côté onirique, putain, j'ai du mal à expliquer tellement c'est touchant. Il y a un côté onirique qui me parle beaucoup dans tout ça. C'était marrant, la semaine passée, je racontais à Rose, j'ai rêvé du prince Laurent qui se foutait de la cocaïne dans le pif. Non mais franchement, mais n'importe quoi. Mais si vous connaissez un peu la royauté en Belgique, ça vous fera peut-être rigoler. Moi, ça m'a fait rigoler dans mon rêve. J'étais pas loin de la porte de Namur, donc on était aussi sur les portes de l'hexagone, c'est un pentagone, non, le centre de Bruxelles, c'est un pentagone, du pentagone qui forme la ville. Ah, c'est vrai que les citadelles, en fait, elles sont souvent, si on pense aux formes fortifiées des citadelles médiévales, ou pas médiévales, parce qu'on en a aussi beaucoup, on en a peut-être plus même construit dans les temps modernes, hein, si on pense en tout cas au nord de la France et à la Belgique, et aux œuvres de Vauban et compagnie. Et donc, ça a la forme d'une citadelle, en fait. Ouh, bon, le Pentagone qui est le centre de Bruxelles, et donc je rêvais du prince Laurent, là j'étais près d'une des portes qui mènent dans la ville. T'es là, alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau de mon inconscient, genre. Et genre le lendemain, j'ai rêvé d'un truc où c'était autour du Palais Royal et on devait voir le roi. Je suis pas du tout royaliste, hein, rassurez-vous, mais ça a une place en moi. Et voilà, on était sur les pavés de la vieille ville et tout, et autour du Palais Royal, qui du coup n'est pas du tout, on retiendrait que la Belgique a été fondée en 1830, donc c'est pas du tout récent, notre Palais Royal. Il y avait des arbres, et il y avait plein de hiboux dedans. Vous savez que les hiboux sont un peu ça fait partie de mes animaux de prédilection. Bref.
Tout ça pour vous dire que justement parce que j'ai fait des rêves de ce style-là, ça m'est apparu, ah c'est trop marrant, trop marrant. Comme ce jeu peut parler à l'inconscient. Parce qu'avant j'étais en mode, ouais mais moi, mes ancêtres, c'est quasiment tous des agriculteurs, on est des paysans, on est des terriens. En fait, les gens qui vivaient dans les villes à l'époque médiévale, dans nos contrées, donc la plupart des gens de ma famille, si on retrace mes arbres généalogiques, viennent de la Flandre, hein, qui est située aujourd'hui en Belgique, la Wallonie aujourd'hui en Belgique, ou le nord de la France, les Hauts-de-France actuels. Et voilà, c'était quand même une époque où c'était une infime minorité des gens qui vivaient dans les villes, et donc j'étais là, comment moi je peux me connecter à ça, zut, c'est pas un jeu ancestral, et en même temps ça aurait le potentiel de l'être, et j'ai dû juste mettre mon cerveau comme ça, trop rationnel, sur au repos, et en voir un jeu qui permet plutôt de travailler sur... putain, mes chats qui sont en train de faire piquer des bons partout. Ok, donc ça permet de travailler sur ses rêves, sur son inconscient, sur son univers, sur les parts de soi, si jamais ça vous botte. Et sinon, on a des explications qui sont super quotidiennes, qui peuvent très vite s'appliquer à nos situations ordinaires de la vie de tous les jours. Et je peux aussi apprécier la complexité qui a été mise dans les illustrations pour retirer des leçons, des interprétations qui sont très quotidiennes, très ordinaires. Et du coup, c'est absolument métaphorique, cette hiérarchie qu'on imagine autour de la cité et ou de la citadelle. Est-ce que je me pose trop de questions dans la vie pour rien ? Oui, certainement. Mais j'avoue, j'étais fatiguée quand je suis allée chercher chez DHL cet oracle un soir. J'avais vraiment pas de repère avec lui, ou j'avais juste envie de me disputer, je pense, avant de me plonger dedans, de lire le livret de A à Z, de jouer avec les cartes, de les placer en alvéole et tout, de faire des exercices de tirage et de comprendre qu'il y avait autre chose. Je suis en train de me faire agresser par mes chats, vous pouvez même pas le croire. C'était assez important pour moi cette fois-ci, alors que j'avais déjà fait un unboxing du Lunasol il y a pas longtemps. Du coup, de pas du tout être dans le mode Lunasol, en mode « Ah, j'ai reçu une trop belle box, attendez, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la boîte et tout ça. » Et j'avais bien compris que c'était des oracles qui avaient des systèmes particuliers par contre. Et donc de pas rester sur « Ouais, je sais pas, je comprends pas, il y a tout un système, blabla. » Et de l'expérimenter quelques jours, de faire un peu de journaling autour pour quand même m'approprier un minimum la chose et avoir autre chose à vous dire, quoi. Et je suis pas mécontente, même si en vrai on est mardi, donc ça fait 4 jours. Peut-être vous montrer juste les lumières avec d'autres angles. C'est très vibrant. Vous allez rapidement constater que le Cid et Seco et le Citadelle, c'est deux oracles qui vont pas du tout ensemble. Donc bon, ça me pose quand même une petite question par rapport à comment ils ont été conçus ensemble pour cette édition limitée. Ceci dit, pour moi, ça apporte vraiment quelque chose. Surtout, j'étais moins intéressée par celui-là, que j'adore maintenant, mais que je suis absolument conquise par celui-ci. Je sors mes bricoles. Vous savez que j'utilise les boîtes pour stocker d'autres choses. Mais donc, j'avais aussi reçu le White Numen Secret Animal Tarot en édition limitée. Et avec lui, on avait aussi un petit oracle. C'est pour ça que je voulais vous parler des éditions limitées. Donc vous voyez qu'on a aussi une petite boîte, on a le même type de format. Pour moi, ça c'est une amélioration par rapport à l'autre. Donc vous voyez, on est un peu sur des formats plus ou moins pareils. J'ai trouvé qu'ils allaient assez bien ensemble, même si celui-ci est très blanc, noir, et puis les touches de couleur, et celui-ci sur quelque chose un peu plus grisâtre. Mais par contre, je n'utilise pas du tout celui-ci parce que je vois pas très bien comment ça s'applique à quoi que ce soit, ces petits paragraphes. Pour moi, c'est trop peu et tout. Donc, celui-ci, le Citadelle, je l'adore parce que contrairement au Golden Constellation du White Numen, il est beaucoup plus pensé comme un oracle et avec une réflexion à la base et tout. Tandis que là, je pense que c'est des illustrations de l'artiste faites pour un Inktober.
pour un challenge du coup, qui ont été intégrés pour essayer de le faire coller en oracle. Pour le côté, c'est la super bonne surprise de recevoir des éditions limitées. C'est tellement varié, tellement beau, tellement bien assemblé. Et ça peut faire de très beaux cadeaux là, avec les fins d'année et tout, si vous avez ce genre de budget. Donc ça, c'est la boîte dans laquelle arrive la box. Alors, j'ai enlevé partiellement l'adresse, mais si on humidifie un peu, comme c'est une boîte, un carton résistant, imperméabilisé, il y a bien moyen d'enlever et de récupérer. Donc, comme pour le White Newman et tout, on est dans une boîte qui est d'une magnificence ultime, absolue et parfaite. Et moi, j'ai utilisé ça ici parce que bon, c'est sympa de pouvoir récupérer. Comme j'ai justement fait des rangements avec mes hôtels et compagnie pour stocker un certain nombre de mes bougies et encens, des poils de samine qui volent, pour des usages précis. Comme je vous montre comment je récupère bien mes boîtes de tarot, dans la boîte du tarot La Dévotion, j'ai mes petites bougies, genre bougies anniversaires qui peuvent parfois être utilisées comme des bougies colorées avec des codes couleurs particuliers pour des petits rituels et tout ça. Mais ce n'est pas le genre de choses dont je parle en détail dans ma boîte. Ça c'est une bougie de neuvaine catho dont j'ai enlevé le truc catholique. Du coup c'est tout gras. Ça a pris les poils des chats. Bon, vous voyez par rapport à mes toutes petites mains que c'est vraiment bien grand. Ça, je vais ranger en dessous de cette table, puisque cette table me sert aussi pour réaliser mes tirages de tarot et tout dans ma réorganisation de mon espace. Et donc, je suis là, et je suis en face d'un de mes hôtels, mon hôtel principal, et en dessous, j'ai des plantes, etc. Et donc, j'ai déjà réutilisé la grande boîte du Seed and Sickle. Putain, il y a déjà des poils de chat, mais c'est incroyable ça, j'ai rangé ça hier. Tout va bien. Elle est trop belle, j'adore ce bordeaux. Oh, elle est un peu abîmée aussi, qu'est-ce que j'ai foutu? J'adore ce bordeaux. Alors, on a la même chose. Bon, tant pis, pour ce qui est dedans, je vais la retourner. Le Seed and Sickle, encore une fois, la symbolique, trop belle. Hop, plutôt des symboles pour la plupart qu'on trouve dans le petit oracle que dans ceci. Qu'est-ce que je fais coller dessus encore? Bon. Il y a de la cire et tout ça, donc voilà. Je trouve ça vraiment trop joli à réutiliser. Ah non, on a des plantes aussi. C'est mixte au niveau des symboles. Et là, j'ai rangé ça ici pour l'instant. Ça, c'était ce qui venait dans la box du White Newman pour ranger des encens, des résines, des parfums, des bougies, mais du coup avec des mélanges et tout ça qui ont une vocation plus précise que j'utilise par exemple, particulièrement dans mes encens pour Hécat ou pour mes Deipnon, qui sont donc les rituels et les nettoyages et purifications de nouvelles lunes, enfin de lunes sombres. Dans l'édition limitée, on a aussi un truc que j'adore, c'est un carnet avec certaines des symboliques qu'on voit sur les cartes du Seed and Sickle, notamment ici l'aubépine, c'est ce qui me touche le plus, mais vous voyez, hein, on peut directement identifier crocus, camomille, le rouge-gorge qui apparaît sur la carte du hou, je peux déjà vous le dire, là je pense qu'on a le magnolia, je suis pas sûre de pouvoir tout identifier, l'épée c'est ce qui vient sur la carte du jasmin, donc voilà, et on a une carte assez épaisse, donc ça c'est très bien si vous utilisez des feutres et tout ça, c'est ni ligné, ni quadrillé, ni rien, ce qui est pas mal pour certaines personnes, et il n'y a pas beaucoup de pages parce qu'elles sont épaisses, mais c'est quand même vraiment magnifique, je suis assez contente, on a vu qu'il y avait des nappes de tirage, beaucoup pour les autres éditions limitées, pour moi le livre c'est vraiment un atout, et donc ça vient aussi dans la boîte. C'est le certificat d'authenticité, disons, mais non numéroté, parce qu'il y a 1111 box à l'achat, mais qu'il y en a beaucoup plus qui sont envoyés à, entre guillemets, les influenceuses du tarot. Last but not least, on a aussi un pochon à tarot. C'est très velouté, donc vous voyez qu'encore une fois ça a déjà chopé les poils de Shawin et la poussière, franchement, alors que je viens de l'installer. Je l'ai utilisé pour ranger des pierres parce que j'ai vraiment bien aimé tout ça, donc j'ai voulu l'installer ici tout près de mon hôtel. C'est très doux. Et alors par rapport à celui du White Newman où ils avaient mis des espèces
ficelle dorée, super rêche, vraiment pas agréable pour moi. J'avais pas envie de transporter ni mettre quoi que ce soit dedans. Je crois que j'ai mis un jeu que je sors vraiment presque jamais. Ici, c'est très pratique, c'est tout simple. Et parfois, ça sert à rien d'avoir trop de froufrou, quoi. Ça gâche le truc. J'aime bien la richesse du verre qu'on a ici. Est-ce qu'on appellerait ça un verre sapin? Je vais même l'appeler un verre Noël. Et j'aime bien le verre Noël, surtout en cette saison. Donc oui, honnêtement, ça peut faire un très beau cadeau cette boîte. Est-ce que ça vaut 75 livres sterling, sachant qu'on a les frais de port qui nous attendent et tout ça? Honnêtement, je sais pas. Ça dépend de ce que vous estimez être juste, de ce que vous avez envie d'offrir et tout ça. J'ai l'impression que c'est plutôt un objet intéressant pour le marketing et l'effet d'annonce et tout. Mais si vous êtes collectionneur, collectionneuse ou que vous voulez offrir quelque chose de beau et vous savez que vous avez une personne qui aime le genre de choses qu'on trouve dans cette box, pourquoi pas? Malheureusement, sur la qualité du jeu, je préférerais de loin avoir une édition qui n'est pas une édition limitée. Pourquoi? Parce que cette dorure est mal foutu. Donc vous voyez, hein, je l'utilise et je le mélange efficacement. Donc ça s'abîme déjà au bout d'une demi-semaine. Bon là, comme c'est cuivré, ça me dérange pas tant que ça. Parce que je trouve que ça vieillit bien le cuivré. Mais j'hésite encore quand même à passer un petit coup de rogneuse pour enlever 1 mm sur les bords et pour plus l'avoir. Je trouve que c'est moins rêche que ça l'était sur le White Numen, que j'ai complètement viré. Je vais vous montrer ça du coup. J'ai complètement viré les bordures. Ce qu'il y a par rapport au bord, c'est que tout est imprimé normal et puis on a vraiment une espèce d'application, certainement à la presse, de ce vernis sur l'ensemble du jeu. Alors je connais pas du tout les techniques, mais ça se devine parce que quand je l'ai eu, j'ai dû arracher, mais vraiment arracher quoi, feuille par feuille, comme un vieux livre. Et du coup ça se voit sur certaines des cartes, attention la mise au point, où vous voyez que l'arrière de la carte est venu avec carrément, ça c'est pas du tout moi à l'usage qui l'ai fait pour le coup, c'est vraiment que c'était trop dur à enlever. Bon alors évidemment je suis plus maladroite que quelqu'un qui n'aurait pas un syndrome des lèvres dans l'os ou quelque chose comme ça, mais bon quand même j'ai fait attention. Rose était à côté de moi pour regarder mon opération et tout, et néanmoins ça l'a quand même abîmé. Donc j'ai dû bien m'acharner pour battre les cartes pour qu'elles collent de moins en moins. Voilà, donc moi je les bats comme ça. Ce qui est bien, c'est un oracle de 50 ou de 51 cartes. C'est que du coup, même si ça fait un petit peu mal les bords, c'est moins épais qu'un tarot où on aurait des cartes aussi épaisses que celle-là. Donc elles sont épaisses, hein, les cartes chez Liminal 11, ce qui est très bien. Mais que du coup, sur un tarot, pour moi, c'est trop. Vous rajoutez 30 cartes à ça et c'est pas maniable. Et là, comme c'est plus petit, parce que c'est un oracle, je trouve ça moins dérangeant. Je suis quand même pas certaine de les enlever. Et j'aime bien que ça vieillisse, personnellement, et que ça s'abîme. J'en profite pour sortir d'autres jeux que j'ai de chez Liminal 11. Donc, une de mes dernières vidéos, c'était mon unboxing du Luna Sol Tarot. Et vous voyez d'ores et déjà que j'ai pas résisté, j'ai enlevé les bordures. J'ai eu quelques problèmes avec mon arrondisseur d'angle, donc c'est pas parfait partout. Mais je suis quand même vraiment très très contente. Et justement parce que vous voyez comme j'ai du mal parce que c'est trop épais, bah, le fait que c'est déjà plus petit, ça change déjà beaucoup pour moi pour la prise en main. En prenant en compte mon syndrome des lèvres dans l'os. C'est jamais facile hein, de trouver c'est quoi le format idéal pour nous. Bon, là, je le vois bien, c'est un peu épais pour moi à prendre en main. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir enlevé les bords. Et je préférerais que celui-ci soit un tout petit peu plus petit, même si en oracle, ça me dérange moins. Je trouve que c'est des tarots, une combinaison tarot-oracle qui fonctionne bien. Prenons une jolie carte bien lumineuse comme celle-ci. Voilà, bon à savoir. Et on est sur le même genre parce que c'est ce que fait... Ah non, celle-ci, elle a plus de flexibilité. Mais c'est peut-être parce que je l'ai coupée. Non, elle perd de la flexibilité en étant coupée. On est sur ce mat-là, très riche, très doux. Je sors tout le monde, du coup. Ça, c'est mon New Chapter Tarot. Donc, aussi de Liminal 11. Ça, c'est mon format idéal. Je ne l'ai pas retouché. C'est le format qui me convient. On ne peut mieux. Mais vous voyez que finalement, celui-ci, c'est une carte de tarot standard, n'est quand même pas démesurément grand. J'en profite pour vous montrer, parce que je vous ai sorti tout à l'heure certaines des choses du White Numen, que même si je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, bah, j'ai fait les bords depuis lors. Voilà, les versions coupées de ces jeux-là, je trouve ça leur va bien.
Je regrette pas. Bon, je fais ma maline parce que j'adore transformer mes jeux, mais on va avancer. Hein. Là où j'étais pas certaine d'adhérer à cet oracle, il m'avait pas appelé davantage précédemment, c'est pour différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est déjà que j'ai de plus en plus de mal, et j'ai déjà répondu à ce genre de questions dans des vidéos précédentes, avec des choses qui sont trop axées sur les plantes, mais qui finalement passent à côté d'une relation avec les plantes. Si on pose la question quel oracle ou tarot tu utilises pour communiquer avec les plantes ou comprendre des plantes et tout ça, ma réponse c'est devenu un tarot, n'importe quel tarot classique avec lequel je fonctionne bien en intuitif et en médiumnique, parce que les tarots et oracles qui sont dévoués, dédiés essentiellement aux plantes, souvent rapportent quelque chose d'assez limité, et puis bah, je sais pas moi, vous essayez de vous poser une question à l'armoise, vous tombez sur ici le citron ou je sais pas l'agrume certainement, bah qu'est-ce que vous racontez quoi. Déjà ça c'est loin d'être évident, c'est souvent trop limité. Il y a aussi un côté où souvent c'est soit exclusivement folklorique, soit exclusivement sur des plantes médicinales, et du coup ça nous ramène à quelque chose qui peut être pour moi assez contraignant, c'est qu'on est sur une approche utilitaire des plantes. On choisit des plantes qui sont exclusivement médicinales, et ou les plantes poison qui sont très à la mode en ce moment, mais qu'on va pas forcément les aborder dans leur complexité. Donc, du coup, ok, un oracle sur les plantes, c'est pas forcément pour travailler avec les plantes, mais du coup, c'est pourquoi? Enfin, pour travailler, ou pour communiquer, ou pour vénérer, ou des trucs comme ça. Du coup, ça sert à quoi? Et ici, je pense qu'on a tranché, c'est avant tout un outil d'exploration de soi, un excellent conseiller, et qui nous apprend des choses sur les plantes, et qui peut nous aider si on a besoin de passer du temps avec une plante. C'est un point d'entrée. Il faut savoir que Fez Inkwright, quand je vous ai dit, j'ai pas fait de recherche sur elle, c'est pas complètement vrai. J'ai reçu le catalogue de Liminal 11, alors autant en profiter. À chaque fois, on a des espèces d'extraits des dernières choses qui sont sorties. Bref. Notons que les droits sont rachetés à chaque fois pour les ouvrages francophones. Donc c'est probable que, comme pour la plupart des tarots, il va y avoir une traduction. Je ne les ai pas, mais l'autrice avait déjà publié chez Liminal 11 un ouvrage sur les poisons et les malédictions botaniques, la vie de l'ombre des plantes, donc plutôt sur les poisonneuses ici, et là la magie populaire, folk magic, et la guérison, une histoire inhabituelle des plantes de la vie de tous les jours. Ça peut nous en enseigner davantage que le petit oracle ici sur chacune des plantes. Il y a plus en tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un répertoire en mode un peu encyclopédique avec beaucoup de plantes. Mais à chaque fois, on a juste une petite description sur chacune des plantes qui, donc, bah, je sais pas. Je sais pas si c'est beaucoup plus étoffé. Je crois qu'il y a juste beaucoup plus de plantes dedans. Mais du coup, je pense qu'il vaut mieux aller chercher le savoir sur les plantes dans le livre et dans des livres et dans la relation, et de prendre du temps avec les plantes et les consommer quand c'est nécessaire, quand on peut. Plutôt qu'à travers des tarots et oracles, ce serait plutôt ça ma conclusion. Donc je suis contente que celui-ci ait une autre utilité, n'est pas que ça. Voilà la semence, la carte 0, comme le mât fou de tarot, et le 54, ok, il y a 55 cartes alors, qui est la faucille. Le début et la fin de ce jeu. Donc, c'est quoi l'idée de ce jeu ? Eh bien, c'est un oracle qui pense les cycles, qui pense les saisons, qui revisite une espèce de roue de l'année néo-païenne, qui s'intéresse à tout ça, mais qui, du coup, n'a pas une... Ok, c'est inspiré de beaucoup de magie populaire, de folklore et tout ça. C'est inspiré de la mythologie, c'est inspiré de pratiques agraires, agricoles aussi, mais sans être dans un idéal... il y aurait une ancienne religion, il y aurait des anciennes pratiques absolues et tout ça. C'est beaucoup basé au niveau des plantes comme au niveau des explications sur l'Europe occidentale, mais ça ne se limite pas. Ce qui en soi est assez intéressant parce que ça permet de situer la personne et de ne pas se montrer trop ambitieuse et d'aller trop loin.
Ça permet de penser la notion de cycle dans son ensemble. Donc les plantes, c'est une entrée, mais ça peut aussi permettre de penser... Et les saisons, c'est une entrée. Mais on peut penser aussi aux lunaisons, notamment à plein d'autres choses, quoi. Un côté un peu spiralique. Là, on a la gestation, l'évolution. Je vous mettrai quelques ressources en lien, d'ailleurs. Et alors, autre chose qui a été fait, du coup, c'est que, partant du principe qu'il y a des moments dawn, ici, où on lance des projets, on est dans le but de quelque chose, on a une énergie d'aller vers l'avant, quelque chose de très créateur et très de portée. Et puis bon, bah, c'est comme le cycle de la lune ou le cycle des saisons, hein, ça ce serait le printemps. Puis on a des moments où on est dans notre pleine puissance, notre pleine floraison. Et puis progressivement, on perd de l'énergie ou on dissipe quelque chose et on retourne à la graine ou on crée des baies ou tout ce qui va nous permettre de se reproduire. Mais en même temps, il y a quelque chose qui doit mourir ou qui doit disparaître. Et donc là, on est sur vraiment le côté foisonnant de l'aube. Et donc on est sur une interprétation pour chacune des cartes qui est plutôt cette interprétation d'aller de l'avant, de mise en action, etc. Même si ça reste très complexe, hein. C'est loin d'être zozo en mode il y a un truc positif, un truc négatif ou des trucs comme ça. Le crépuscule, c'est plutôt pour les moments où on est en gestation, où on est en train de retourner vers la graine, de retourner dans le sol, où on doit plutôt nourrir, prendre soin, protéger et non pas être dans l'action à tout prix. Et donc, en fonction, nous dit-on, de comment on se sent, on va aller plus vers l'un ou plus vers l'autre livret. Il faut de préférence avoir choisi avant. Moi, j'ai trouvé ça compliqué au début de voir comment j'allais naviguer entre tout ça. En plus de cette double grille et donc de cette possibilité d'aller vers deux choses différentes, les plantes sont aussi classées entre plantes d'hiver. C'est plutôt symbolique, c'est pas forcément à quel moment, ici on est avec les ronces, c'est pas à quel moment elles vont fleurir ou des choses comme ça, pas forcément. C'est symbolique, qu'est-ce qu'elles représentent dans les cycles de la vie, les cycles de la création, les cycles de la créativité. L'hiver représente plutôt le moment de dormance où on est en train de récupérer un maximum d'énergie, d'engranger pour pouvoir fleurir au printemps. Donc là on a vraiment ce petit symbole de flocon à chaque fois. Avec la mandragore ici. Le magnolia, je pense que c'est le symbole du printemps. Oui, bah oui, puisqu'on est dans les premières au niveau numérique. L'aubépine, ça c'est le symbole de l'été. Pareil avec le houblon. Hop, hop, hop. Et du coup, la rose ici, c'est le symbole de l'automne. Et j'ai gouillolé ça hier et j'ai oublié comment ça se traduisait. Le sureau. Vous avez compris qu'il y a ces grilles à chaque fois qui vont se superposer. Alors dans les livrets, quand on nous explique c'est quoi la signification du printemps, grosso modo, qu'est-ce que ça représente dans les cycles de la vie et les cycles du coup au niveau écologique et au niveau des écosystèmes et puis aussi au niveau de chacune d'entre nous, comment on fait écho et on est aussi la nature. Voilà, ici pour l'automne par exemple, je pense que je mettrai un moment des washi tape pour m'y retrouver plus facilement. C'est le même texte dans les deux pour ça. Et pareil sur tout ce qui est explication autour du jeu. On a les petits tirages qui nous sont proposés, comment on peut interagir avec le tarot. L'environnement en début de jeu et la guidance divine en fin de tirage, pardon, donc ça c'est pas mal. Voilà, quelques suggestions de tirage. Moi j'ai pas réussi à faire des gros tirages comme ça avec l'une tête parce que j'étais fatiguée quand j'ai essayé. Vous savez qu'avec mon syndrome des lèvres dans l'os, quand je suis sur le point de m'endormir, je peux pas faire autrement. Des petits conseils généraux de lecture, mais qui s'appliquent bien. Cet oracle-ci, c'était pas mal. Je trouve qu'on peut vite faire des gros clichés avec ce genre de thématique et je trouve pas que c'est ce qui a été fait ici. Je suis très touchée. Alors il y a des cartes, des plantes que je connais pas ou que je connais pas forcément de cette façon-là. Et puis d'autres où, par exemple, la symbolique du fil ici, elle va pas forcément revenir énormément ici avec le sorbier dans le livret. Mais j'ai moi-même juste devant moi des guirlandes de sorbier que j'ai faites cet automne ou à la fin de l'été, disons. Et donc c'est directement quelque chose qui me parle énormément. Donc j'aime bien ces différents niveaux d'interprétation. Bon, je suis très fatiguée, il faut que j'avance. Moi, ma réticence principale avec cet oracle, c'est juste que ça fait très art digital comme ça, très très lisse. C'est pas du tout un visuel qui me parlait à la base. Et c'est toujours pas un visuel qui me parle. Voilà, je vais être honnête avec vous, hein. C'est pas un visuel qui me parle. Si je devais choisir, du coup, j'ai ici... j'ai cet oracle-ci, à plante.
Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la qualité de ces cartes. Mais c'est vrai que visuellement, ça me parle beaucoup plus. Même si le jeu est honnêtement moins complet. Et c'est avant tout visuel si je ne comprenais pas vraiment la hype autour de ce jeu-là. Je vois pourquoi on trouve ça très très beau, mais j'ai déjà dit ça pour d'autres jeux. Parfois, c'est peut-être un peu trop beau pour moi. C'est pas assez bordélique, c'est trop clean, ça manque de détails, il n'y a pas assez de choses sur les images et tout. Voilà, c'est très personnel, vraiment. Dans quoi moi je me retrouve, quoi. De par la façon dont ça a été conçu, je suis quand même très très touchée par ce jeu, au-delà du visuel du coup. J'aime vraiment beaucoup qu'on ne se soit pas focalisé sur le côté médicinal des plantes et qu'on se permette d'aller vraiment ailleurs. C'est très riche dans l'approche des cartes. J'aime bien le mélange entre le côté médicinal, le côté propriété magique, le folklore des plantes, des allusions mythologiques, des allusions à des propriétés, des correspondances aussi, quand on voit les associations avec certains oiseaux ou certaines symboliques, même s'il n'y a jamais grand-chose, bah, c'est souvent là quand même. Un très très bel outil d'introspection, d'exploration de soi et aussi d'accompagnement sur des projets, dans le créatif et tout ça. Donc j'aime bien ce double usage, j'aime bien qu'on puisse avoir accès aux deux livrets et j'aime bien que sur une seule carte, parfois c'est comme si c'était la carte renversée quand on lit l'un ou l'autre, mais pas toujours. Il y a beaucoup de subtilités et elles ne sont pas toujours en miroir dans les deux livres et du coup finalement j'ai compris pourquoi il y avait deux livrets, ce qui au début me semblait pas forcément nécessaire. C'est pas non plus un tarot que je me vois utiliser en tirage avec lui seul. J'ai vraiment, comme pour l'autre, essayé de l'utiliser en coopération avec le tarot ces derniers jours. J'ai trouvé que ça marchait très très bien pour les petites cartes du jour, voir où on en était, tout ça. Mais il faut pas en mettre trop. Il faut vraiment laisser parler le petit message de la carte et puis je pense qu'il serait très très bien en méditation, en contemplation pour passer du temps avec une seule carte. Il serait idéal. On va tirer quelques exemples, hein, du coup. Très bien aussi pour savoir où on se situe dans la spirale du cycle de la vie et de la mort, du cycle du commencement, de la renaissance, et puis de la floraison, et puis de la dispersion, la gestation, et tous ces trucs qui parfois sont emmêlés. Comme dit, je vais vous mettre un petit test en anglais que propose Lindsay Mack là-dessus, qui était vraiment sympa. Donc on va lire chacun des textes pour ceci, pour que vous voyez. Donc on a le bleuet et la pomme. Voilà. Donc on a aussi les explications pour comment choisir crépuscule ou aube. C'est des temps liminaux, hein. Ça j'aime forcément beaucoup. Bon, bah, on est dans l'avant-dernière carte avec la pomme. Donc on est ici dans le crépuscule, donc plutôt les périodes de latence. Donc du coup, quand tu cherches de la guidance sur comment mieux prendre soin de ton corps et de ton esprit, si tu commences un nouveau projet ou que tu es dans une période d'expansion et de croissance, alors il faut plutôt t'orienter vers le livret de l'aube pour obtenir un tirage sur comment accomplir tes objectifs. Donc ici, non, on est dans le self-care, le soin, l'écoute, c'est pas dans quelque chose où on est en train de s'étendre et tout ça. Ça nous dit, tout a une fin. Que ce soit aujourd'hui ou dans 100 ans, par rapport à maintenant, rien ne va rester comme c'est. Et ça ne doit pas forcément être une mauvaise chose. Naturellement, on prend des distances, on a peur de la mort et du changement. Mais n'oublie pas que ça aussi, c'est le plan, c'est le planning de la nature. Quelque chose dans ta vie a besoin d'être refermé, un chapitre a besoin d'atteindre sa conclusion, d'être clôturé. C'est le moment de faire le point avec ça, d'être OK avec ça, de l'embrasser et de savoir que dans ces fins, dans ces clôtures, il y a quelque chose de neuf et quelque chose de beau qui va bientôt émerger. Bon, ça c'est vraiment le message de la fin en plus, hein, on est dans la dernière carte parce que l'autre est comme une carte bonus avec la faucille. Enfin, pas bonus, mais elle est en dehors du cycle et elle représente le cycle, disons.
La pomme en version aube. Il n'y a pas si longtemps que tu t'es lancé sur un chemin avec un objectif en tête. Maintenant, après tout ce labeur, ce dur travail, cette détermination, cette passion, tu es si proche du fait d'en arriver au bout que tu peux presque en sentir le goût. Mais il y a encore une dernière petite ornière qui te fait reculer de quelques pas, qui défait certains de tes progrès. Ne laisse pas la frustration te convaincre de rejeter tout ça et de la patience. Démêle les nœuds qui sont devant toi et accepte que les retards sont inévitables. Le succès sera tout aussi doux demain qu'il le serait aujourd'hui. Encore une fois, là, on est complètement sur de l'accompagnement, du conseil, et on a moins de références à l'astrologie. Pas l'astrologie, il n'y a pas de référence à l'astrologie là-dedans. Aux traditions, au folklore et tout, que dans d'autres. Et on reste dans l'aube, donc avec le début des projets et tout ça. Quand les bleuets poussaient de façon plus commune dans les céréales agricoles, ils étaient considérés comme des mauvaises herbes par les fermiers, fermières, dont les faucis, étaient émoussés par leur tige épaisse. Mais c'était un chant de ces mêmes mauvaises herbes qui a permis à la reine Louise de Prusse de se cacher avec ses enfants alors qu'elles étaient en train de fuir Berlin. Et ça a permis aussi à ses enfants de continuer à s'amuser en tissant des couronnes de fleurs. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en retient? Une situation ou une idée peut sembler sans importance pour l'instant, mais même les mauvaises herbes peuvent être des trésors cachés, déguisés. Ne les minimise pas et prends le temps de trouver leur véritable valeur. Petite allusion plutôt historique, semble-t-il. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais du coup, on est encore une fois pas trop dans le conte ou dans la mythologie ou dans le folklore. On est dans une histoire qui semble réelle. Je n'ai pas vérifié, je vous le répète. Alors, côté crépuscule, donc côté moins actif de cette carte, on a le bleuet est remarquable pour ses beaux pétales bleus qui créent des magnifiques amas de couleurs contre le vert et le jaune des champs agricoles. Ils sont tellement parfaitement lumineux qu'on dit qu'ils sont des petites parties du soleil qui auraient dégringolé vers le sol et qui ont alors formé ces magnifiques petits éclats de bleu dans la pelouse. Désolée pour ma traduction approximative, j'essaie de traduire plus l'idée que le mot à mot. Le bleuet nous rappelle que ce n'est pas une mauvaise chose d'être unique et de sortir du lot. Ce qui peut sembler être décalé pour certaines personnes peut en fait être une source de beauté très grande et inattendue pour d'autres. Voilà, donc là, on ne sait pas à quoi ça fait référence quand on dit que c'est des bouts de ciel, mais c'est intéressant, ça nous invite à réfléchir. J'aime bien, au début, j'ai trouvé ça perturbant, qu'il n'y ait pas trop d'informations. Là, on est sur des légendes galloises, par exemple. Donc ça va être un excellent compagnon, je pense, dans certains projets, plein de sagesse, qui nous invite à réfléchir, qui nous pose au centre du tirage, mais aussi pas seulement, parce que comme c'est toujours voir le miroir entre ce que les plantes, l'histoire, le folklore et tout nous propose et comment c'est lié à nous et comment les cycles de la vie et de la mort sont liés à nous, ce qui est une idée très païenne ou en tout cas très néo-païenne. On est dans quelque chose de très intéressant parce qu'à chaque fois on se pense en écho, en résonance et du coup par rapport à certains oracles qui peuvent être juste centrés sur nos petits égos ou nos petites vies humaines, là au contraire ça nous repositionne dans nos écosystèmes. Et ça nous fait penser en tant que nous-mêmes comme des écosystèmes, ça c'est très précieux. Je dirais qu'avec le tirage du crépuscule, on est plus sur des choses, sur une temporalité plus longue. Et là, on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus vif. J'ai ce sentiment-là. Donc c'est comme l'hiver peut nous paraître long par rapport au printemps ou à l'été parfois. N'en finit pas. J'ai déjà l'impression que ça n'en finit pas alors qu'on n'est même pas encore au solstice d'hiver. Mais bon, bref.
vais rester sur ma pratique pour l'instant de carte du jour et tout avec lui. Pourquoi? Parce que je trouve que... En fait, on est toujours sur les deux en même temps. Moi, il y a des parties de moi ou de ma vie dont je sais où je suis vraiment en stade de gestation ou de mort pour certaines choses. Et d'autres où je suis quand même en train de commencer des choses, où il y a certains projets qui sont en pleine période de floraison, où ça abrite partout. Il y en a d'autres qui sont en train de commencer. Et donc, je pense qu'au fil des jours, il y a moyen de poser des questions différentes et d'obtenir des réponses intéressantes avec les deux livrets selon les journées. Un truc que j'ai retenu en lisant les ouvrages et je trouvais sympa, enfin les livrets, c'était de bien penser à des questions avant de tirer les cartes. Alors il y a d'autres choses, et souvent sur les tirages du jour, j'aime bien quand c'est très ouvert, quand c'est des questions libres, mais c'est vrai que vu comment c'est formulé dans les livrets, on a tout intérêt à bien réfléchir à sa question avant, et dans ce cas-là, ça résonne bien. Ou alors en adéquation avec le tarot, c'est-à-dire d'abord, on ne sait pas trop sur quoi on tire une carte, on en tire une première, et puis on lit l'explication, on tire une carte de tarot qui va nous permettre d'avoir une réponse peut-être à ce qui a été amené comme thématique ici, et puis on retire une carte d'oracle avec un conseil par rapport à ce qu'on a tiré sur cette première chose, et alors là dans ce cas-là ça fonctionne bien, ça fait écho à ce qu'il disait ici sur comment l'utiliser en complément avec le tarot. Tout d'abord l'environnement. Bon, pour moi c'est ce qui nous permet de sentir tout ce qui est en train de se dérouler, donc d'orienter notre question. Le tarot qui est pour moi un peu plus précis, donc va nous permettre d'aller vraiment zoomer là-dessus, et puis la guidance divine qui va peut-être recadrer tout ça ou nous donner un conseil. Encore une fois c'est assez précis, hein. J'aime bien la précision qu'apporte ce jeu. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous appréciez mes très longs unboxings. Moi, ça me plaît, j'ai tellement de choses à dire quand j'ai des nouveaux tarots comme ça, ou oracles, qui me parlent beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît, le petit pouce vers le haut. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon blog, puisque comme en ce moment, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, j'investis davantage et mes vidéos et mon blog. À bientôt!